Entre autres, bien sûr, ça fait partie. Je demande de l'aide au niveau d'un appartement, je demande de l'aide. Je ne veux pas perdre ma fille. Je suis consciente que je dois lui donner un toit. Malheureusement, pour l'instant, de lui donner un toit devient de plus en plus difficile. Et je m'occupe très bien de ma fille. Je veux dire, ça, c'est complètement indépendant du rôle de mère que j'ai, des responsabilités que j'ai envers mon enfant. Mais là, on me menace de faire venir un huissier chez moi et de mettre mes choses à la rue parce que je ne sais pas où les stocker. Mais moi, je ne peux pas vivre dans cette terreur-là et je ne peux pas impliquer ma fille dans cette terreur-là non plus. Je veux dire, si je veux protéger ma fille, j'ai bien beau perdre un appartement. Je comprends que la seule fautive n'en demeure que moi, mais j'ai pas, par contre, je me dois de protéger ma fille de la façon la plus juste et possible, et c'est pas en lui faisant vivre ce que des menaces de huissier ou de voir des jouets partir sur le coin de la rue parce qu'on ne me donne pas le temps de me retourner comme il faut. Là. J'ai toujours accès à mon logement. Je passe en cours le 20 juillet prochain. J'ai parlé, c'est la première fois qu'on me parlait, qu'on me donnait l'autorisation de discuter. Sinon, je reçois juste des courriels me disant qu'on ne peut rien faire pour moi puis on me transfère à d'autres sources. J'utilise ces autres sources qui me transfèrent aux autres sources. Mais parce qu'à un moment donné, ça fait que éliminer les ressources. Et c'est très épuisant. Parce que quand j'ai demandé l'aide sociale, en fait, quand je me suis séparée en 2020, chose qu'on m'avait accordée en début de séparation, chose qu'on m'a ensuite retirée parce que là, j'avais l'excédent financier de la vente de la maison. On me demandait de placer cet argent-là, soit dans un véhicule de financier, en fait, ou alors dans un bien immobilier. La raison pour laquelle j'ai demandé de l'aide financière, c'est parce qu'on me refusait de rester dans ma maison pour une hypothèque de 150 par mois. Fait que je me voyais mal parce que j'étais sur le RQAP. Alors, j'avais pas de revenu salarial et j'ai fait construire une maison avec l'héritage à mon père lorsqu'il est décédé. Donc, n'ayant pas de revenus en pleine période de pandémique, c'était impossible que je sois seule propriétaire de la maison pour un loyer aussi minime que 650 par mois. Parce qu'on m'a coupé justement de l'aide financière pendant 1 an et demi, 2 ans maintenant, à peu près, sur lequel j'ai dû vivre en étant sur rien, si ce n'est que l'argent qu'on me demandait d'investir. Donc, j'ai ouvert un CELI comme véhicule de placement. 2 mois plus tard, on m'est revenu en disant que ce véhicule de placement-là n'était pas autorisé pour l'aide financière. J'ai donc fermé mon CELI. J'ai tenté par tous les moyens possibles de savoir quel était le véhicule de placement admissible. On ne m'a jamais répondu. Donc, je me suis dit, bon, je vais ouvrir un REER. J'envoie mes preuves à vos services. 2 mois plus tard, non, le véhicule de placement n'est toujours pas accepté. Mais parce que moi, il faut que je continue de vivre pendant 2 années. Et 2 ans de loyer à 1 000 $ par mois, c'est 24 000 $. Oui, je suis en arrêt médical et avec raison. Et en plus, mon RQAP qui a pris fin, mais que j'ai dû continuer à mes frais parce que la naissance prématurée de ma fille nous y a contraints, tout simplement, puis qu'en raison de la pandémie, il n'y avait pas de garderie possible pour les... Mais là, j'ai plus rien. J'ai même plus de maison. J'ai perdu de l'argent juste en ouvrant, en fermant un CELI, un REER. Je veux dire, ça n'a pas de bon sens. J'ai essayé de faire au mieux, c'est-à-dire j'ai essayé de prendre la meilleure décision en allant chercher les informations justes pour agir. Et ça, j'ai jamais pu les avoir. Fait que c'est de l'essai-erreur, mais qui coûte cher. Et quand je dis qu'il coûte cher, là, je parle pas juste d'un point de vue financier. Ça coûte cher sur tout un équilibre de vie. Là.